Bonjour à tous. Je tenais à remercier la ville de Cergy pour cet événement et pour cette deuxième participation de Reli pour la Semaine des Solidarités. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Maximo Zamorano, président de l'association Reli, Réseau latino-américain pour l'interaction. Donc, c'est une association qui a pour vocation de promouvoir la culture latino-américaine et de faire le lien entre les ressortissants latino-américains en France et les ressortissants français en Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter une avocate colombienne qui s'appelle Sandra Sanchez, qui est fondatrice et présidente de la fondation Oasis. Donc, c'est une ONG qui fait un magnifique travail dans l'un des quartiers les plus pauvres de Bogota, qui s'appelle Ciudad Bolívar, appelé également le paradis. Nous tenions donc pour cette participation à présenter les actions et les efforts menés au quotidien par des citoyens latino-américains pour améliorer leurs conditions de vie dans une des zones les plus inégalitaires au monde. Je vous propose donc d'écouter le témoignage de Sandra et vous invite à l'accueillir avec de chaleureux applaudissements. Un grand merci à toi, Sandra, pour être présente parmi nous. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux habitants de la ville de Cergy, à toutes les associations, les collectivités, la mairie, les institutions qui se sont impliquées pour ce festival et de solidarité. Je tiens à vous dire aussi que je suis impressionnée pour toute l'intégration et toute la diversité des populations, des richesses des différents pays. Et je connais bien que la ville et aussi les différents lieux autour de Cergy, il y a beaucoup des étrangers, beaucoup de personnes aussi de différentes cultures. Donc ça m'a fait un énorme plaisir de retrouver et de aussi rencontrer toute cette expérience. Et surtout parce qu'il y a beaucoup d'intégration, d'implication. Comme vous avez écouté les témoignages, les personnes qui sont arrivées pour des différents motifs de violence, de persécutions, des difficultés dans tout le monde. C'est pas évident d'arriver dans un endroit assez différent et ça garantit pas non plus que les problèmes soient résolus parce qu'on peut rester aussi isolé dans un endroit que c'est pas les mêmes pays, la même culture. Donc l'effort de faire une intégration et que les personnes soient aussi partie de cette société, je pense que c'est un défi de tous les citoyens et de toute la société. Donc je dois tout d'abord féliciter ce festival et aussi dire que c'est un immense plaisir d'être là. Bon, la présentation aujourd'hui, c'est 4 points vraiment importants. J'espère que ça va passer et qu'il soit un peu clair. Une première partie, ça sera plutôt la situation en Amérique latine. Vous avez déjà écouté un peu comment ça se passe dans cette partie du continent, les bouleversements et les manifestations des milliers de citoyens dans la rue et aussi les changements et la revendication sociale que les gens demandent actuellement en Amérique latine. En partie, la situation en Colombie. Moi, je fais une recherche sur la migration forcée en Colombie. Donc c'est mon pays, un des pays avec des inégalités les plus grands dans les continents, dans l'Amérique latine. Et en troisième partie, effectivement, ça sera notre expérience à la Fondation Oasis, une association à Ciudad Bolívar, à Bogota, dans la périphérie. Vous allez voir une petite vidéo qui va montrer un peu les activités, notre travail là-bas. Et pour finaliser, une réflexion simplement sur l'importance des associations et le travail aussi citoyen et le travail des personnes impliquées dans tous ces types d'initiatives et de travail collectif. Donc avant tout ça, si vous avez réclamation, des critiques, des choses à faire, c'est plutôt avec Reli, avec Fabien qui m'avait invité et que c'est plutôt les coupables que je sois là. Merci beaucoup et c'est plutôt à lui à la fin si vous avez des remarques. Donc pour parler de l'Amérique latine, effectivement, c'est un grand défi d'expliquer notre situation. Je tiens à dire que quand j'ai commencé ma recherche, effectivement, il y avait un profond problème d'identité et la population colombienne et aussi en général dans les continents, c'est aussi un mélange des différentes cultures, des différentes situations.
Et on parle aujourd'hui des inégalités, mais moi je dois parler aussi des différences. Donc nous, en tant que population indigène originaire en Amérique latine, avait des différentes visions, la cosmovision qui parle les indigènes du monde. Donc une première partie, c'était cette conception féminine du monde et la mère terre, la Pachamama ou les différentes terminologies des indigènes donnent à cette conception féminin un rôle maternel, un rôle aussi fort. Donc à l'arrivée de cette colonisation et à l'arrivée des Espagnols, effectivement, il y avait un choc culturel entre cette vision de la terre et aussi une culture et surtout dominée par les hommes. Donc cette situation aussi explique pourquoi les rôles de femmes en Amérique latine c'est tellement important, et pas seulement dans la résistance, dans la revendication des associations et dans l'époque des dictatures ou dans les situations difficiles de violence. Effectivement, quand les femmes sont perdues ses enfants, et ils se sont organisés pour la revendication, pour les disparitions forcées des différentes populations, en Chili, en Argentine, au Pérou. Donc les rôles des femmes étaient vraiment importants et ça explique un peu cette vision et ce rôle important et dans la féminité et dans la vision, la cosmovision des indigènes. La deuxième chose, c'était plutôt cette rationalité. Donc effectivement, le monde occidental s'explique pour toutes les raisons, pour les choses qu'on peut prouver, pour les choses qu'on peut regarder. Et si on ne trouve pas une explication logique et rationnelle, ça n'existe pas. Et les communautés et beaucoup des tribus qui existent encore dans des différents pays, bien sûr isolées et dans des conditions tellement difficiles, et ils se sont appliqués dans une imagination et d'une explication presque magique du monde, qu'il y avait plein de choses qui étaient expliquées par la nature, et plein de choses qui étaient expliquées aussi pour des situations magiques au regard des colonisateurs. Donc cette rationalité aussi explique pourquoi, par exemple, l'écriture n'était pas présente, la tradition orale, les histoires, l'explication du monde était plutôt une tradition collective et une tradition qui se faisait en groupe. Et là, c'est une autre caractéristique. Et cette collectivité était vraiment impliquée, c'était un élément très important. C'est pour ça que quand il y a des études sur cette situation un peu des communautés, cette collectivité avait un partage des territoires et un partage des conditions assez important. Car que la vision un peu individuelle, que c'est aussi une vision d'avoir une maison, avoir une voiture, un chien, se marier, avoir des enfants, c'est aussi une idée tellement individuelle que nous oblige à faire un travail de notre propre bien-être et laisser à côté la situation et les problématiques des gens autour de nous. Donc, après cette différence, on peut expliquer aussi, par exemple en Colombie, comment les populations africaines qui sont arrivées comme des esclaves en Colombie pour la côte Caraïbe, au nord du pays, se sont installées dans une partie de notre territoire. Et jusqu'à maintenant, il y a plein de Colombiens qui ne reconnaissent pas cette population, qui sont plutôt une ville isolée et qu'on a pratiquement effacé de notre mémoire historique ce type de richesse aussi qui fait partie de notre pays et de notre population. Donc les populations indigènes étaient effectivement isolées. À un moment donné, l'or c'était source de richesse. Donc pour les indigènes, c'était plutôt un rituel, c'était plutôt symbolique. Et il faut dire aussi que le respect pour la nature et pour les êtres vivants, c'était un principe spécial. C'est-à-dire aujourd'hui, on se demande comment on peut vivre en harmonie avec la nature, avec les ressources naturelles. Et les ancêtres avaient compris déjà, ça fait longtemps ce principe. Mais c'était ignoré et c'était aussi historiquement effacé toutes les connaissances,
dans la médecine, dans les interactions, dans toute la richesse de cette ressource naturelle. Donc, pour la Colombie, effectivement, il y a des gens qui, notre situation au terme des inégalités, c'est vraiment grave. Donc, les coefficients, les codes de génie, que c'était un statisticien, j'ai un problème, c'est bon, italien, et avait mesuré effectivement les problèmes des ressources des personnes, la répartition de la richesse. Et on a trouvé que les côtés zéro, ça démontre les plus proches des pays, des populations et des chiffres zéro, ça montre une égalité. Il est plus côté au plus proche au niveau 1, c'était les plus des inégalités. La Colombie est classée 0,56. Donc, il y a une grande partie de la population qui a moins de ressources par rapport aux autres. Et aussi au niveau de la campagne, au niveau rural, donc la situation est plus difficile. Donc, il y a au moins 15% de la terre qui appartient à 80% les 80% de la terre appartiennent à moins de 10% des personnes en Colombie. Donc, cette situation des pouvoirs et des concentrations de terre a été toujours notre problème principal, social, économique et politique. On essaye de donner des revendications de territoires aux populations indigènes, aux paysans qui se sont mélangés mais qui sont restés aussi dans la pauvreté, et aussi des personnes, les Africains qui sont arrivés et qui sont luttés pour sa liberté, qui se sont aussi organisés pour avoir son propre territoire et qui ne sont pas reconnus totalement et actuellement. Donc les pays, effectivement, ont une histoire de violence, où on doit ajouter aussi cette violence politique, et on doit parler aussi des narcotrafics, et je m'imagine que vous savez pas mal des informations à travers les médias, à travers les séries, à travers la télé. Mais il faut dire que la situation des narcotrafics a surtout aggravé la situation des violences, parce qu'effectivement, il avait cette lutte contre la drogue. Et bien effectivement, une politique qui vient des États-Unis, mais qui n'a pas vraiment combattu la problématique, parce que notre problématique était plus profonde, une problématique de pauvreté, des services publics, des développements aussi à l'intérieur des pays. Donc on a un cordillère qui se divise en trois et qui divise les pays et qui fait que la mobilité à l'intérieur et que les différents types de ventes commerciales soient plus difficiles. Donc, ce sentiment, effectivement, des inégalités très profondes et les problèmes de narcotrafic a aggravé la situation de violence politique, sociale et économique en Colombie. Les personnes qui se sont déplacées de la campagne à la ville, elles se sont installées à Bogota, dans un petit village au sud qui s'appelle Ciudad Bolívar. On va passer notre vidéo. C'était une vidéo qu'on a fait avec des étudiants de l'université. Donc, il y a un espèce de parrainage. Les gens puissent apporter, et c'est la moitié d'un euro, 1500 pesos, et par jour pour soutenir cette association qui n'est pas soutenue pour... Donc voilà, ça c'est Bogota, c'est la partie sud de la capitale. Et les petites maisons qui se montrent là-bas, c'est vraiment les gens qui se sont installés à cause de cette violence à la campagne et qui ont pris ce territoire pour s'installer. Les gens, ils ont construit eux-mêmes les maisons, c'est un travail de toute la famille. Et à Ciudad Bolívar, il y a plus ou moins 1 500 000 personnes. Et il y a des petits quartiers comme ça dans toute la ville. Merci. Okay, ça, c'est une des maisons des gens du quartier. Ça, c'est une famille typique. Nous, on travaille avec les enfants et les personnes âgées, mais aussi avec les femmes. Et donc là, normalement, parfois, la famille habite tous ensemble, donc avec la tante, avec la grand-mère, les grands-parents. Et à côté, il y a effectivement la cantine. Donc, un des projets que nous avons mis en place au quartier. Donc, les enfants, la plupart des femmes qui travaillent, les enfants à la maison tout seuls. Parfois, quand ils sont petits, ils doivent préparer les repas, les petits déjeuners.
Mais là, on s'est dit qu'effectivement, les enfants ont le droit d'aller à l'école, d'avoir un petit déjeuner bien fait, qu'ils puissent aller tranquillement. Donc, on a la cantine, il y a les propres femmes du quartier qui participent à l'élaboration des petits déjeuners pour les enfants. Et aussi pour les personnes âgées, effectivement, la plupart des gens en Colombie n'ont pas eu une retraite. L'économie informelle, les gens qui travaillent dans la rue, qui travaillent dans différentes situations précaires, et n'ont pas la fin de la journée un repas ou un revenu pour soutenir les besoins basiques. Donc et nous, on a cette cantine pour les personnes âgées et pour les enfants. Et donc voilà, ça montre comment ça se passe. On a un service les matins et aussi à midi. Donc en Colombie, il y a 12 journées de scolarité, soit tous les matins, tout l'après-midi. Là, c'est notre culture. Donc en face, et la fondation, les personnes âgées viennent la plupart de la campagne. Donc ils connaissent très bien comment cultiver. Malheureusement, ils ont perdu son territoire, sa terre, sa ferme. Et là, dans les quartiers, malgré que c'est urbain, on a installé ce petit espace pour qu'ils puissent cultiver et en montant, les ressources qu'on sort de là, c'est pour la même cantine et l'idée, c'est d'installer pas mal de cultures partout. Et la maison de valeur, c'est un espace pour les soutiens scolaires, pour les espaces aussi des aides pour les talents, pour les différents espaces d'apprentissage. Donc il y a un côté bibliothèque, il y a la salle d'informatique et il y a pas mal de livres, de matériel que les enfants puissent utiliser pendant la journée scolaire. Donc on travaille de lundi à midi, matin, après-midi sur le travail associatif. On a pas mal de bénévolats, on a pas mal de personnes qui se sont impliquées. Et merci. Et bon, pour finaliser aussi, quand on parle de l'association, de la Fondation Oasis, je dois forcément parler de moi. Donc, moi, je suis arrivée à 7 ans à ce quartier avec mes 2 sœurs et mon frère. Mon père avait installé cette petite maison qui a improvisé un peu avec des bambous, des bois comme les différents gens du quartier. Et moi, je suis agrandie avec les gens de la communauté qui s'est battu pour la reconnaissance de notre quartier dans la ville de Bogota. On n'avait pas d'électricité, de l'eau potable, mais c'était partout un peu dans des différentes villes en Colombie. Et moi, j'étais vraiment une personne qui a pris de tous ces leaders qui se sont battus pour cette reconnaissance. Après moi, j'étais comme représentante des étudiantes dans l'école. Et j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour faire mes études de droit. Il faut dire qu'en Colombie, la plupart des gens n'ont pas ni les ressources ni l'opportunité d'être à l'université. Vous avez vu un peu cette histoire des inégalités. Et effectivement, après ça, j'ai aussi l'opportunité de faire mes études ici en France. Et donc, je fais cette recherche sur l'histoire de la migration forcée en Colombie. Et en montant, on essaye de trouver des partenariats, des bénévolats et des personnes qui vont être solidaires avec cette cause à Bogota. Et pour nous, effectivement, c'est une manière de dire qu'il faut s'impliquer, qu'effectivement, on fait partie de cette problématique, mais aussi partie de la solution, partie des propositions. Et l'organisation de la communauté a été la meilleure réponse à ce type d'inégalité au niveau des Ciudad Bolívar et aussi la Colombie. Il faut dire effectivement que c'est juste une initiative, une solution citoyenne et que la problématique des politiques publiques, de la classe politique, c'est plus profonde. Mais je pense qu'au moins c'est un exemple et pas mal des enfants et adolescents de ces quartiers, aujourd'hui ils sont à l'université, ils se sont battus pour une place dans l'université publique, ils ont trouvé un travail plus ou moins digne et ils essayent justement de renverser ce taux des inégalités dans ce côté de la ville. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention, j'espère que c'est clair. Très clair, très clair. Pour les étudiants, ça existe les bourses, ça va? Non, et justement, moi je suis doctorante ici et moi j'ai un prêt étudiante. Donc j'ai un dette maintenant pour mes études.
Donc malheureusement, on n'a pas la subvention, on n'a pas les moyens de financement pour l'éducation en Colombie, malheureusement. Et pour l'éducation universitaire, c'est encore plus difficile parce c'est autour de 8 000 euros par année pour une personne qui veut faire des études à Bogota ou dans des autres villes en Colombie. Merci pour cette explication, puis le travail que vous faites surtout sur le terrain. Nous, on débarque de l'avion, on revient de Cuba 3 semaines avec France Cuba 95. C'était un voyage de solidarité. On a amené des médicaments dans les dispensaires, les hôpitaux, tout ça. On sait que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait que le blocus a été renforcé par les dernières mesures de Trump. Là, on est dans une histoire de fou, mais bon, le peuple cubain, il essaie de surmonter avec des difficultés ce passage. Moi, ce qui m'a surpris à Cuba, mais justement, je voulais vous poser une question, c'est le sentiment de solidarité avec l'Amérique latine. Alors, je ne dis pas que toute la population de Cuba, effectivement, est solidaire des autres pays d'Amérique latine, mais une portion importante était scotchée sur TV Sur, par exemple, à propos de la libération de Lula au Brésil. C'était quelque chose de vraiment très, très important pour les Cubains. Et puis, après le coup d'État contre Evo Morales en Bolivie, il y avait aussi vraiment un sentiment très, très important. Je voudrais savoir si ce sentiment latino-américain, qui est très, très présent à Cuba, on le ressent aussi dans les autres pays d'Amérique latine, comme en Colombie, par exemple. Oui, je pense qu'il y a une partie de la population qui commence à réfléchir justement sur l'avenir, sur la situation du continent. Donc, la situation en Bolivie était aussi dernièrement très touchante. Une personne qui réclame un pouvoir et qui fait une négation de la population indigène, c'est vraiment illégitime et c'est étonnant quand c'est un pays 80% indigène avec toute une culture, une tradition, une connaissance assez importante. Et les manifestations dans la rue, toutes les choses qui sont en train de passer, c'est justement la preuve de l'inconformité des gens, d'une souffrance depuis longtemps, que les gens essayaient de confronter avec la joie, avec la danse, avec cette chaleur humaine, essayer de s'ébattre, de s'en sortir, mais à un moment donné, on ne peut plus. Il y a vraiment une manifestation claire et surtout la situation. Et je pense que ça a démarré en Chili, il y a tout un héritage de ce sentiment à la révolution cubaine, mais ça commence à devenir partout des demandes, des conditions minimes de dignité pour la population les plus vulnérables en toute l'Amérique latine. Oui, moi je vous remercie pour votre présentation, c'était passionnant. Il y a une chose qui me revient à l'idée, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, la Colombie, votre président, envoyait une aide humanitaire au Venezuela. Alors en vous écoutant, j'ai bien l'impression que c'est la Colombie qui avait besoin de cette aide humanitaire. Non, je ne me trompe pas? Et ça, c'est mon premier commentaire. Ma question, c'est que vous avez abordé le problème des esclaves africains. Moi, mon père était esclave, enfin mes descendants, mes ancêtres étaient esclaves aux Antilles. Et si je vous comprends bien, il y a 3 groupes pauvres en Colombie. Il y a les Colombiens, ceux qui étaient sur le territoire. Il y a les Africains qui ont été amenés là. Et puis il y a aussi les pauvres Espagnols. Est-ce qu'il y a, enfin les pauvres d'origine européenne, est-ce qu'il y a des connexions entre ces 3 groupes ou est-ce qu'il y a conflit entre ces 3 groupes? J'ai eu l'impression, en vous écoutant, qu'il y avait conflit. Oui, donc pour la première question, je pense qu'il y a pas mal de besoins d'aide humanitaire partout, au Venezuela, mais en Colombie aussi. Effectivement, c'était étonnant que les présidentes, pour une situation plus politique qu'humanitaire, avaient fait ce symbolisme d'aide humanitaire. Mais effectivement, dans notre propre pays, on a pas mal de problèmes à résoudre. Donc, pour répondre à la deuxième question, oui, il y a une population qui est surtout restée dans les milieux ruraux, à la campagne, qui était plutôt mélangée entre la population africaine qui est restée à la côte pacifique, El Chocó, c'est une ville, et c'est la ville principale de cette partie. Et il y a aussi les paysans et aussi les indigènes. Donc,
plus que conflit, je pense qu'il y avait beaucoup de tensions par rapport au territoire. Donc, il n'y a pas de cet développement rural et des possibilités économiques. Donc, c'est pour ça que les gens sont facilement liés à la criminalité, sont facilement liés à des situations de violence, de conflits. Donc, je pense qu'il y a plutôt une victimisation de cette population et face à toutes les nécessités, à tous les besoins basiques. Donc, effectivement, c'est des populations très vulnérables. Et je pense qu'effectivement, c'est les trois groupes les plus difficiles de surmonter dans l'échelle sociale en Colombie. Les paysans et pauvres, les indigènes et la population africaine, afro-colombienne, qu'on peut dire actuellement. Quel est le thème de votre doctorat? Et donc moi, je pars sur la migration forcée en Colombie, migration interne, mais je suis plutôt dans les domaines de droit. Donc après l'accord de paix, on a toute une législation de protection des territoires aux paysans, de revendication, restitution des terres, et comment cette loi et les juges constitutionnels vont réagir par rapport à la revendication des droits des terres de cette population depuis des années de conflits armés en Colombie. Merci. Merci beaucoup. Merci.